Bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour la correction du sujet de brevet blanc du collège Albert Camus où j'enseigne. Cette année, avec les autres professeurs de mathématiques du collège, nous avons élaboré un sujet qui avait pour thème les Jeux Olympiques. Donc je les remercie pour leur participation et je remercie aussi tous les autres professeurs de mathématiques du CBPM qui nous ont bien aidés. Alors on va commencer tout de suite avec l'exercice 1. Pour démarrer, vous aviez un questionnaire à choix multiples où il fallait trouver la bonne réponse. Alors, on y va. 600 000 spectateurs sont attendus lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris. Malheureusement, suite à des mesures de sécurité, l'organisation doit réduire de 5% le nombre de spectateurs. Combien de personnes seront alors attendues? On commence par faire quoi? À chercher combien ça fait 5% de 600 000. Donc on va faire 5 sur 100 fois 600 000. Ah, ou directement sur votre calculatrice, vous tapez 0,05 fois 600 000. Vous avez trouvé combien? Vous avez trouvé 30 000. Attention, 30 000, ce n'était pas le résultat cherché. D'accord? C'est le nombre de spectateurs en moins qu'on doit retrancher au 600 000. Donc ça nous fera combien? Ça nous fera 570 000. Alors selon où vous en êtes dans votre progression pendant l'année, on pouvait faire directement 600 000 fois 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 600 000 fois 0,095 et vous trouviez directement le 570 000. Voilà. Ou sans calculatrice, vous pouviez trouver facilement combien faisait 10% de 600 000. 10% de 600 000, c'est 600 000 divisé par 10, ça fait 60 000. 5%, c'est la moitié de 60 000, donc ça faisait 30 000. Et après, vous faisiez votre soustraction de tête. Donc, réponse B pour la question 1. Question 2. Quelle valeur va-t-on obtenir si la valeur de x est 4? Donc, on a un petit programme Scratch. Demander valeur de x. Donc, la valeur de x, ça va être 4. Donc, on enregistre dans la variable x la valeur 4. Ensuite, étape suivante, mettre y à x plus 2. Donc, y, il va prendre la valeur 4 plus 2, ça fait 6. On continue, mettre z à 3 moins x. Donc, z, il va prendre la valeur 3 moins 4, il va prendre la valeur moins 1. Et là, on devait faire quoi? Y fois z, moins 6. Donc, on voit que y moins z, il est en relief. Donc, ça veut dire que c'était un bloc qui a été rajouté à gauche du moins. Donc, on va bien faire la multiplication en priorité. Et le moins qui a été mis en premier comme bloc, ce sera en dernier comme opération. Donc, on y va. Y fois z, ça nous fait quoi? 6 fois moins 1. Ça nous fait moins 6. Et moins 6, ça nous fait, attention, ça ne nous fait pas 0, ça nous fait moins 12. Moins 6, c'est comme moins 6 plus moins 6. Donc ici, la bonne réponse, c'était la réponse B également. On continue. Donc, si je développe x plus 2 facteur de 3x plus 1, j'obtiens quoi? Alors on va utiliser quoi? La propriété de double distributivité. Alors je fais mes petites flèches pour ne pas me perdre. Alors on va faire quoi? X fois 3x. X fois moins 1, donc ça fait quoi? Moins x fois 1, plus 2 fois 3x, et on finit, plus 2, je le distribue avec moins 1, ça va faire moins 2 fois 1. Alors on pouvait écrire directement 3x au carré, moins x, plus 2 fois 3x, 6x, moins 2. Je regroupe les termes de même famille, j'obtiens quoi? 3x au carré, moins x, c'est comme moins 1x, plus 6x, ça fait plus 5x, moins 2. Et on regarde, c'était la réponse A. On continue avec la question 4. La population française est d'environ 68 millions d'habitants. On estime que 24 millions de Français vont regarder la cérémonie d'ouverture. À quel pourcentage de Français cela correspond-il? Il y a un petit mot oublié là. Alors, on arrondit le résultat à l'unité. Alors, déjà, on voit que 24 millions,
c'est quoi par rapport à 68 millions? 24 par rapport à 68, c'est moins que la moitié, qui est 34. Donc, on peut déjà éliminer deux réponses qui sont 50%, puisque 50% de 68 millions, ce serait 34 millions de Français, et 83% qui est beaucoup trop important. Alors, est-ce qu'on est plutôt sur du 28% ou sur du 35%? Alors, pour ça, je vais faire rapidement ma petite astuce. La proportion de Français qui vont regarder les JO, c'est 24 millions sur 68. Alors, je ne suis pas obligé de me mettre tous les zéros des millions, puisqu'il se simplifie. 24 sur 68 fois 100. Je prends ma calculatrice et je vais trouver le numérateur directement de mon pourcentage. Alors, j'ai trouvé environ 35, puisque ça fait 35,29411 et des poussières sur la calculatrice, donc on est sur du 35%. Il fallait donc entourer la réponse C. On passe à la question 5. Emilia Moros, championne d'Europe en voile olympique, veut calculer la hauteur de sa voile représentée par un triangle rectangle qui est ici. La hauteur est environ égale à. Alors, pour me repérer, je peux nommer rapidement les sommets. Donc je vais dire quoi? BC au carré, si je fais le théorème de Pythagore, égale AB carré plus AC carré. D'accord? Donc je connais quoi? Je connais la longueur de AB. Ça va me faire 240 au carré. Je ne connais pas AC, c'est ce que je cherche. Ok. Et par contre, je connais BC, ça fait 460 cm, donc 460 au carré. Donc si je veux trouver maintenant AC au carré, si je saute un petit peu les étapes, j'aurais été amené à faire quoi? Le carré de 460 moins le carré de 240. Donc si vous avez fait ça sur votre calculatrice, vous avez dû trouver 211 600 moins 240 au carré, 57 600. Ce qui donnait 154 000. Et là, il vous suffisait de faire quoi pour trouver la longueur AC sur votre calculatrice? Racine carrée de 154 000. Et vous avez trouvé 392,4283, etc. Donc la bonne réponse, c'était quoi? C'était environ 392. Voilà pour la question 5. Donc c'est la réponse C. Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de FFT, on ne va pas grandir, a relevé ses temps au tour sur le circuit des JO au cours d'un entraînement. 10 minutes 23 secondes, 10 minutes 37 secondes, 9 minutes 58 secondes, 9 minutes 47 secondes et 10 minutes 52 secondes. Et on vous demandait son temps médian sur ce circuit est. Alors la première chose à faire si vous voulez trouver une valeur médiane, c'est ranger les valeurs que vous avez dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant, mais il faut les ranger. Donc la plus petite valeur qu'on a, c'est 9 minutes 47 secondes. Ensuite, on a quoi? On a 9 minutes 58 secondes. Ensuite, on continue. J'ai 10 minutes 23 secondes, 10 minutes 37 et pour finir, 10 minutes 52 secondes. Alors, j'aurais pu m'arrêter dès que j'avais la troisième valeur. Pourquoi? Puisque ma série, elle est constituée de 5 valeurs. Et si je veux prendre la valeur médiane, ben, je vais faire quoi? Comme c'est 5, c'est impair, je vais faire deux groupes de 2. Et ma valeur médiane, celle qui va se retrouver toute seule ici, c'est 10 minutes 23 secondes. Voilà pour la question 6. Alors, la torche olympique peut s'apparenter à un cône de diamètre 12 cm et de hauteur 60 cm. Le volume de la torche olympique est d'environ. Alors, pour répondre à cette question, on avait besoin de connaître quoi? On avait besoin de connaître la formule pour calculer le volume d'un cône. Alors, pour ça, on se souvient que le cône, il fait partie de la famille des pointus. Donc, contrairement au prisme droit et au cylindre, on ne va pas se contenter de faire l'aire de la base fois la hauteur. On va devoir rajouter quoi dans notre formule? 1 divisé par 3. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Maintenant, la base, c'est quoi? C'est un disque.
R du disque, pi fois rayon au carré. Le rayon, il vaut combien? Il vaut 6 puisque le diamètre vaut 12. Donc pi fois 6 au carré fois la hauteur, 60. On avait des centimètres ici. Au carré, ça fera des centimètres carrés. On multiplie par la hauteur qui est aussi en centimètres, ça nous fera des centimètres cubes. On est bon. On divise par 3 et ça nous donne quoi? Si je rentre tout ça sur la calculatrice, 36. Ça nous donnait 720 pi. Alors ça, c'est sûrement l'affichage que la plupart ont eu. Mais attention, on cherche une valeur approchée. Donc il suffisait de demander ça et vous obteniez environ 2261 ou 2262. On voit qu'on a 2262 dans les propositions. On finit pour la question 8. Déjà 6 800 000 billets ont été vendus pour les JO 2024. Donnez l'écriture scientifique de ce nombre. Si on veut une écriture scientifique, on se souvient qu'on doit avoir quoi? Un nombre décimal compris entre 1 et 10 fois une puissance de 10. Donc on va déplacer la virgule où dans le nombre de départ entre le 6 et le 8. 6,8 fois combien? Alors au début on avait 6 800 000. Si je veux obtenir 6 800 000, je vais multiplier par combien? Par 1 million. Donc je vais multiplier par 10 puissance 6. Ah, la petite astuce, on se souvient, la virgule elle a été déplacée de 6 rangs vers la gauche. Donc c'est comme si on avait déjà multiplié par 10 puissance moins 6. Si on veut lui faire retrouver sa place de départ, on est obligé de remultiplier par 10 puissance 6 pour qu'elle reparte de 6 rangs vers la droite. Voilà pour cet exercice 1. On va maintenant passer à l'exercice 2. Alors, exercice 2, petite analyse de graphique, travail sur les fonctions. Lors d'un match de football, une puce est placée sur un ballon pour étudier sa trajectoire. Voici la courbe qui donne la hauteur en mètres en fonction de la distance horizontale, qui est aussi en mètres parcourue par le ballon au moment d'une reprise de volée. Alors, vous aviez une première série de questions qui était simplement par lecture graphique et on ne vous demandait pas de justification. Alors, première question, de quelle hauteur le ballon est-il frappé? Alors, on regarde au départ, quand le joueur frappe, le ballon est à 1 mètre de hauteur. Ça, c'est au tout départ de l'action. Petit b, quelle distance le ballon a-t-il parcouru lorsqu'il retombe au sol? Alors, lorsque le ballon retombe au sol, sa hauteur est de 0. Ok, on voit qu'il a parcouru combien? Il a parcouru 10 mètres. On finit petit c, quelle semble être la hauteur maximale atteinte par le ballon? Alors si on regarde la courbe ici, la hauteur elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et a priori, par rapport à la qualité du graphique qu'on a à notre disposition, il semble que le ballon il monte jusqu'à 3 mètres de hauteur. D'accord? Donc la hauteur maximale. Atteinte semble être 3 mètres. Voilà pour cette première partie. Maintenant, vous disiez la courbe ci-dessus représente la fonction f définie par f de x égale
moins 0,1x au carré plus 0,9x plus 1. Calculer f de 4,5. On y va. F de 4,5, ça veut dire qu'on veut calculer l'image de 4,5. Donc on va remplacer x par 4,5. D'accord, dans la formule. Donc ça va nous donner, attention, moins 0,1 fois 4,5 au carré plus 0,9 fois 4,5 plus 1. Donc attention, on fait notre calcul, moins 0,1 fois, alors le carré de 4,5 c'est égal à 20,25 plus 0,9 fois 4,5. Alors j'aurais déjà pu anticiper et calculer la multiplication. Je fais mes deux produits, 0,1 fois 20,25, ça va nous donner quoi? Moins 2,025 plus 0,9 fois 4,5, ça nous donne 4,05. J'ajoute 1 et attention, donc 4,05 plus 1, 5,05 moins 2,025 et on obtient 3,025. Alors, une fois qu'on a calculé l'image de 4,5 par la fonction f, on vous demandait d'interpréter ce résultat. Donc, le 4,5 mètres, c'est quoi? Lorsque le ballon aura parcouru 4,5 mètres horizontalement, sa hauteur sera de 3,025 mètres. Et juste un petit aparté, donc on voit tout à l'heure qu'on avait dit la hauteur maximale qui semble être atteinte, c'est 3 mètres. Et bien on voit qu'en fait, on dépasse les 3 mètres. Donc, voyez les limites de la lecture graphique, selon en plus la qualité du graphique. Alors pour terminer, par lecture graphique et sans justifier, donne une valeur approximative de l'image de 2 par la fonction f. Alors si je reprends mon graphique, l'image de 2 par la fonction f, les nombres de départ, ça correspond à quoi? L'antécédent, ça correspond à la distance horizontale. Donc si je veux l'image de 2, il faut que je prenne quoi? 2 ici. D'accord? Et l'image, je vais la lire sur l'axe des ordonnées. Donc on est où? On est entre 2 et 2,5, on peut dire à peu près 2,3 mètres de hauteur. Donc f de 2, c'est environ égal à 2,3. Maintenant, par lecture graphique et sans justifier, donne le ou les antécédents de 1 par la fonction f. Donc, si on recherche le ou les antécédents, c'est qu'on connaît l'image. Donc, l'image, elle vaut 1. On sait que les images, on peut les lire sur l'axe des ordonnées. On va se placer sur l'axe des ordonnées en 1. On utilise la technique de la règle. On regarde horizontalement combien on a de points sur le graphique pour ordonner 1. On en a un ici et un là. 1 aura donc deux antécédents, x égale 0 et x égale 9. Voilà, ils sont là. Les antécédents de 1 par f sont 0 et 9. Voilà pour l'exercice 2. Alors on poursuit avec l'exercice 3. On vous disait Kylian Mbappé devrait participer au JO 2024 avec l'équipe de France olympique de football. Alors on vous disait tous les ballons ont un diamètre de 22 cm environ. Montre que le volume d'un ballon de football est d'environ 5,6 décimètres cubes. Alors on fait attention au début, les unités elles sont... On fait attention au début, les unités elles sont en centimètres. Donc d'abord notre volume, on va le trouver en centimètres cubes et on le convertira en décimètres cubes. Alors on rappelle que la formule pour calculer le volume d'une boule, c'est quoi? C'est 4 fois pi fois rayon au cube divisé par 3. Ou 4 tiers fois pi fois rayon au cube. C'est les mêmes formules.
Donc on y va. 4 fois pi fois le rayon. C'est combien le rayon? Le diamètre fait 22, donc le rayon vaut 11. Ça fait 11 au cube, divisé par 3. Donc là, vous prenez votre calculatrice, vous tapez tout ça, et vous avez obtenu 5324 pi sur 3. Donc ça, c'était la valeur exacte, mais ce n'est pas ce qu'on nous demandait. Et quand vous demandez à votre calculatrice une valeur approchée, vous obtenez environ 5575 et on était en centimètres cubes. Attention, si maintenant je convertis mes centimètres cubes en décimètres cubes, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser par 1000. Je vais décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc, je vais dire c'est environ 5,6 décimètres cubes. On a bien vérifié ce qui était demandé. Question 2. À la fin de chaque rencontre, les ballons sont rangés dans des caisses. Donc, on voit que les caisses, elles ont quoi? Quelle forme? Elles ont la forme d'un pavé droit, de longueur 90 cm, largeur, profondeur 90 cm et hauteur 45 cm. Et on vous a montré qu'il est impossible de ranger 67 ballons dans cette caisse. Alors, il y avait plusieurs techniques qui étaient possibles. Donc, certains élèves ont simplement calculé le volume de la boîte, le volume de 67 ballons, et ils ont montré que de toute façon, le volume de 67 ballons, il dépassait. Donc ça consistait à faire quoi? Le volume de la caisse, ça va nous donner quoi? Donc on fait 90 cm fois 90 cm fois 45. Donc centimètres fois centimètre fois centimètre, on va bien obtenir des centimètres cubes. On obtenait 364 500 cm3 qu'on pouvait convertir aisément en décimètres cubes, c'est-à-dire 364,5 décimètres cubes. Maintenant, si je prends 67 ballons d'environ 5,6 décimètres cubes, ça nous fait 375,2. Alors, si on avait voulu vraiment être précis, on aurait dû repartir de la valeur exacte pour être sûr que, puisque là, on a quand même arrondi. Donc, ça nous fait quoi? 375,2 décimètres cubes. Donc, on voit que le volume des ballons, il dépasse le volume de la caisse. Donc, on va conclure quoi? On ne pourra pas ranger nos ballons dedans. D'accord? Alors, l'autre possibilité que l'on avait, c'était simplement de se dire, attention, le diamètre d'un ballon, il est de 22. Combien je peux rentrer au maximum de ballons ici dans la longueur? Donc, si je prends 22, 22, 44, 66, vous voyez, 88, je pourrais en mettre au maximum 4 dans ce sens. Je pourrais en mettre également, puisque le diamètre ne change pas, 4 dans ce sens. 4 sur la longueur, 4 sur la largeur. Et en hauteur, je vais pouvoir en mettre combien? 22 plus 22, 44. On n'a que 45 cm. Je vais pouvoir en mettre maximum 2 sur la hauteur. En hauteur. Donc si je fais 4 fois 4
fois 2, 4 fois 4, 16 fois 2, 32. En fait, réellement, avec les espaces et tout qui reste, je pourrais mettre que 32 ballons. D'accord? Donc on pouvait expliquer en longueur, on ne peut ranger que 4 ballons, comme en largeur. Hein. En hauteur, on peut en mettre 2 au maximum. Donc en tout, qu'est-ce qu'on va faire? 4 fois 4 fois 2. Donc en tout, seulement, veuillez m'excuser pour la qualité là, j'ai fait rapidement. 4 fois 4, 16 fois 2, 32, qui est plus petit que 67. Pour la question 3, on vous disait en basketball, le ballon utilisé est un agrandissement du ballon précédent de rapport 1,1, déduisant le volume en décimètres cubes d'un ballon de basketball. Donne une valeur approchée au dixième. Alors, le volume qu'on a déjà, c'est une valeur approchée. Donc, le volume de mon ballon de basket, ce sera forcément lui-même une valeur arrondie au départ, mais en plus, par rapport au résultat qu'on va trouver, on va encore l'arrondir. Donc, on a perdu un petit peu en précision depuis le départ. Donc, si je prends mes 5,6, on fait un agrandissement de rapport 1,1. On sait que lors d'un agrandissement, les longueurs, elles, sont multipliées par le rapport d'agrandissement, K, les aires par K au carré et les volumes par K au cube. Donc, on va faire 5,6 décimètres cubes fois le coefficient au cube. Et ça va nous donner quoi? Ça nous donne 7,4536, ça, quand je le tape. Donc, nous, on voulait une valeur arrondie au dixième. On regarde, on est plus proche de quoi? Le chiffre des centièmes, c'est un 5. Donc, environ 7,5 décimètres. Je n'oublie pas mes unités. Donc, je fais ma petite phrase de conclusion. Le volume d'un ballon de basketball est d'environ 7,5 décimètres cubes. Voilà. Pour la valeur arrondie au dixième. Exercice 3 est terminé. On poursuit la correction de notre brevet blanc de maths sur les Jeux Olympiques. Donc on est dans l'exercice 4. Alors un petit exercice de statistiques. Les Jeux Olympiques d'été de 2020 se sont déroulés à Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021. Sur une feuille de tableur, on a reporté le classement des 10 premières nations les plus médaillées. Alors vous voyez, vous avez votre tableau, rang 1 à 10, les pays, et après le nombre de médailles d'or par pays, le nombre de médailles d'argent et le nombre de médailles de bronze, et le total aussi par nation. Donc première question, petite question de tableur, quelle formule parmi les 4 proposées a été saisie dans la cellule F2, donc ici, avant qu'elle ne soit recopiée vers le bas. Et donc on voit que dans la cellule F2, on veut obtenir quoi? Le total du nombre de médailles obtenues. Donc on vous dit, est-ce qu'on peut faire égal 39 plus 41 plus 33? On pourrait faire rentrer cette formule pour obtenir uniquement le 113 de la première ligne, mais par contre, ça ne nous permettra pas, si on recopie cette formule, d'obtenir le nombre de médailles pour les autres nations, parce qu'en fait, on aurait 113 partout. Donc, si on regarde bien, est-ce que ça peut être la formule B? Non, ça ne peut pas être la formule B. Pourquoi? Puisque là, on n'a pas de égal. Donc, on sait que pour que le tableur il reconnaisse qu'on veut passer en mode calculatrice, il faut un égal. D'accord? Sinon, il ne fera pas de calcul. Ici, on a quoi? Égal somme de C2 à E2. Alors, égal somme, ça c'est très bien.
La cellule C2, les deux points veulent dire jusqu'à E2. Là, ça marche. C'est bon. On va quand même regarder ce que nous dit la dernière formule. Ah, même si on nous disait entoure la bonne réponse. Pourquoi cette formule ne va pas marcher? Puisqu'elle part de où? Elle prend en compte la cellule A2. En A2, c'est juste la place, on n'a pas à le compter. Donc c'était bien la formule C. La question 2, c'était quoi? C'était combien de médailles la France a-t-elle remporté? Donc il suffit d'aller voir dans le tableau, regardez. Elle a remporté en tout 33 médailles. Il n'y avait même pas besoin de refaire le calcul. Hein. On peut 10 plus 12 plus 11, mais on a déjà le résultat. Donc il suffisait de dire quoi? Il suffisait de dire, d'après le tableau, la France a remporté 33 médailles. Ensuite, combien de médailles d'or ont été distribuées aux 10 premières nations? Alors là, il fallait prendre la colonne médaille d'or. On n'avait pas le choix. Il fallait faire le calcul. Je vais l'appliquer comme total. Allez. 39 plus 38 plus 27 plus 22 plus 20 plus 17. Et après, on voit que les 4 dernières nations ont toutes 10 médailles d'or. Donc, ça me permet de faire 4 fois 10 au lieu de 10 plus 10 plus 10 plus 10. Alors, on rentre tout ça dans notre calculatrice et on va obtenir 203 médailles. Donc, les 10 premières nations se sont partagées 203 médailles. Je vais monter un petit peu. Voilà. Pour la suite. C'est des médailles d'or. 203 médailles d'or. En observant le tableau des médailles des 10 meilleures nations, explique quelles règles ont été suivies pour établir ce classement. Alors, si on reprend notre tableau, alors si on regarde un petit peu, on voit que ce n'est pas le nombre total de médailles qui compte hein, pour être bien placé, parce que regardez, l'Allemagne a plus de médailles que la France ou les Pays-Bas au total, mais elle est derrière. Donc, qu'est-ce qui peut fonctionner? Alors, on regarde, dans tous les cas, voilà, regardez, la Grande-Bretagne aussi a plus de médailles au total que le Japon, et pourtant elle est derrière. Alors, qu'est-ce qui a compté? C'est le nombre de médailles d'or. En fait, les nations, elles sont classées en priorité par rapport au nombre de médailles d'or. Ensuite, au nombre de médailles d'argent. D'accord? Donc, c'est pour ça que les Pays-Bas et la France sont devant l'Allemagne, alors qu'elle a plus de médailles au total. Donc, on va faire un petit résumé de tout ça. Les nations sont classées d'abord par ordre décroissant du nombre de médailles d'or. Celles qui ont plus de médailles d'or, elles sont devant. En cas d'égalité, par ordre décroissant du nombre de médailles d'argent. Puis pour terminer, elles sont classées en fonction du nombre de médailles de bronze. Alors on poursuit. Quel est le nombre moyen de médailles d'or gagnées par une nation de ce classement? On a vu qu'au total, il y avait combien? 203 médailles d'or qui avaient été gagnées. Si chacune des 10 nations de ce classement avait gagné le même nombre de médailles d'or que les autres, ça en ferait combien par nation? 203 divisé par 10, ça fait 20,3 médailles. Donc on conclut, le nombre moyen
2 médailles d'or et vous avez 1,3. Le nombre moyen de médailles d'or pour une nation de ce classement, hein, je précise bien. On continue. Il y avait 206 pays à ces Jeux Olympiques, tout comme il y en aura 206 au JO de Paris. Donc la médiane du nombre de médailles d'or a été de 0,5. Combien de pays ont gagné au moins une médaille d'or? Alors, 206 c'est quoi? C'est 2 fois 103. Ça veut dire qu'on a les médailles d'or des 106 premières nations et les médailles d'or le nombre de médailles d'or des 106 autres nations. Et on a pris, pour avoir 0,5, on a pris un nombre où en général on prend la moyenne de la 103e et de la 104e valeur de notre série. Donc si on a 0,5, ça veut forcément dire que on en a 103 qui n'ont pas eu de médaille d'or. D'accord? Et au-dessus, on a eu une médaille d'or. D'accord? On ne peut pas avoir un nombre de médailles d'or qui est négatif. Donc notre 0,5, on l'a forcément trouvé en faisant la moyenne de 0 plus 1. Donc, toutes les nations qui sont de ce côté-là ont toutes au moins une médaille d'or. 103 pays. Ont au moins gagné une médaille d'or. Alors, pour chaque médaille obtenue, la France verse une prime financière aux athlètes. Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, cette prime était de 65 000 € pour une médaille d'or, 25 000 € pour une médaille d'argent et 15 000 € pour une médaille de bronze. Alors, on sait que la France a gagné 33 médailles au total. D'accord? Donc, si chacune de ces médailles avait rapporté la même chose à chaque athlète, alors ça nous ferait une moyenne de combien? Il faut que je reprenne mon tableau. On va retenir 10 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 11 de bronze. Alors, 10, 12, 11. Donc, on va compter combien ça fait. 10 fois 65 000 €. Plus les 12 médailles d'or qui ont rapporté 25 000 €. Plus les 11 médailles qui ont rapporté 15 000 €. Et le montant total versé, on va le diviser par 33 puisqu'il y a eu 33 athlètes récompensés. Alors, il y a des athlètes qui ont peut-être gagné 2 médailles, hein, notamment en judo. Donc 1 115 000 € de distribuer divisé par 33. Et ça fait environ, attention, on vous demandait arrondir à l'unité. Ça fait 33 788 €. Parce qu'on trouvait 33 787,87 et des poussières. Donc le montant moyen de la prime versée aux athlètes français par médaille est d'environ 33 788 €.
Et on a terminé pour l'exercice 4. Pour l'exercice 5, on s'intéressait en fait au trajet que vont devoir faire les nageurs, d'accord, les pro nageurs qu'on va envoyer se baigner dans la Seine. Donc on disait le départ est en A et l'arrivée est en G et ensuite donc ce qui est en trait-plein ici, d'accord. Donc on vous disait le parcours suit donc les points A, B, D, F, puis G. Les points A, B, C sont alignés ainsi que les points C, D, E et les points E, F, G qui sont ici. Le triangle DEF est rectangulaire. E, vous aviez le petit codage pour vous le rappeler, et on vous disait montrer que le triangle BCD qui est là est rectangle en C. Alors, on voit que ce rectangle, ici, BCD, on a quoi comme indication? On connaît les longueurs des trois côtés. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on repère? Le côté plus long, c'est BD. Donc, dans le triangle BCD, BD est le côté le plus long. Donc attention, là on ne va pas partir de l'égalité de Pythagore, justement on va vouloir vérifier si elle est vraie. Donc nos calculs ils vont être effectués séparément. Donc je calcule séparément. Donc d'abord, la plus grande longueur au carré. Qui hypothétiquement serait l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, BD au carré, ça va nous faire combien? Ça nous fait 25 au carré, ça fait 625. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? CB au carré plus CD au carré. J'additionne les carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ça nous fait 20 au carré plus 15 au carré. On y va. 20 au carré, 20 fois 20, ça fait 400. Et le carré de 15, vous le connaissez peut-être, c'est 225. Donc le total nous donne également 625. Alors là, j'aurais pu mettre des petits mots là, de rédaction, d'une part, d'autre part. D'accord, on a l'habitude de les mettre. D'une part, d'autre part, ça coûte rien. Donc maintenant on compare nos résultats. BD au carré, ça nous a donné 625. CB au carré plus CD au carré, ça nous donne également 625. Donc on va pouvoir conclure quoi? Je constate que BD au carré, c'est égal à CB au carré plus CD au carré. Et là, on est presque au bout de nos souffrances. Qu'est-ce qu'on va dire? Puisque l'égalité de Pythagore est vérifiée, la propriété qui va me permettre de conclure, c'est quoi? C'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle, bon, vous aviez plus de place pour rédiger sur les feuilles, BCD et rectangle en C. Voilà pour notre première question. En petit 2a, on vous demandait justifier que les droites BC et EF sont parallèles. Alors, on vous demande de montrer que BC et EF sont parallèles. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui sont partis en voulant utiliser Thalès. On vient de montrer quoi? On vient de montrer que ce triangle-là était rectangle. Donc ça veut dire que les droites BC et CD sont parallèles. Qu'est-ce que vous aviez d'autre comme connaissance? Vous aviez aussi CE parallèle à EF. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous étiez en 6e? Si vous aviez deux droites qui étaient toutes les deux perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites étaient
parallèles. Donc là, il suffisait de dire quoi? Les droites BC et EF sont toutes les deux perpendiculaires à CE, donc elles sont parallèles. Alors on va l'écrire. Je sais que... On l'avait. Je sais que... les droites BC et EF sont perpendiculaires à CE. Alors là, on pouvait citer la propriété qu'on a vue en sixième. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors on peut conclure qu'elles sont parallèles. Donc, les droites BC et EF sont bien parallèles. Alors, on poursuit. On nous demandait de quoi? De calculer maintenant la longueur DF qui est ici. Alors, attention. Ici, vous avez un triangle qui est rectangle. Hein. Le triangle DEF, il est rectangle. Il y a plusieurs élèves qui sont partis pour utiliser le théorème de Pythagore. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser le théorème de Pythagore ici? Non, puisque on connaît qu'une seule longueur sur les trois. Il nous en faudrait deux pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Par contre, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de démontrer que les droites BC et EF étaient parallèles. On n'a pas peur, on met des couleurs éventuellement. Ça nous aide. On sait également que les points B, D et F sont alignés, ainsi que les points C, D et E. Et ça nous fait penser à quoi? Quand on regarde cette configuration, ça nous fait penser à un papillon de Thalès. D'accord? Donc, est-ce qu'on a toutes nos conditions? Ben oui, on a les points alignés, on a les droites qui sont parallèles. Donc, on va voir à partir du théorème de Thalès, est-ce qu'on peut faire le nécessaire? On voit qu'on connaît BD, on cherche DF, la longueur qui est associée dans les rapports. On connaît CD et on connaît la longueur qui est associée DE. Donc, on a un rapport complet et dans l'autre rapport, on a la longueur associée à celle qu'on cherche. Donc, on va pouvoir calculer DF. Alors, on y va, un petit peu de rédaction. Les droites. Alors, on prend notre sommet commun. BF et CE. Sont séquentes en D. Deuxième condition pour utiliser le théorème de Thalès, les droites parallèles. Les droites EF et BC, ou BCEF, c'est la même chose, sont parallèles. Alors attention, c'est pas parce qu'on l'a dit dans la question A qu'on peut éviter de le répéter. Là, c'est dans un contexte précis, on justifie les conditions d'utilisation du théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a... Alors, on y va. Je pars du sommet commun. DC sur DE égale DB sur DF. Égale, alors j'ai commencé par le triangle du haut, BC sur EF. Je remplace les longueurs connues par leur valeur, ça va nous donner quoi? Alors, DC, on le connaît, c'est 15 mètres. 15. DE,
On le connaît, c'est 60. On connaît quoi d'autre? On connaît DB, c'est 25. DF, c'est normal, c'est ce qu'on cherche. Et BC et EF, on ne les connaît pas, mais ce n'est pas grave, ça ne va pas nous servir. Donc nous, l'égalité qui nous sert ici, c'est l'égalité entre ce rapport et celui-là. Je vais faire un peu de place, pardon. Donc si je prends l'égalité 15 sur 60 égale 25 sur DF. L'égalité du produit en croix, elle me dirait quoi? Que 15 fois DF, c'est égal à 25 fois 60. D'où DF est égal à quoi? 60 fois 25 divisé par 15. Alors, ça nous fait combien? Ça nous fait 1500 sur 15 divisé par 15, ce qui nous fait 100 mètres. Donc, la longueur de DF, c'est 100 mètres. Donc, on va pouvoir passer directement à la question suivante. Calculer la longueur totale du parcours. Ça va être quoi la longueur totale du parcours? Ça va être AB plus BD plus DF plus FG. Alors AB fait 400 mètres. BD fait 25 mètres. On a ensuite DF, on vient de le calculer, qui fait 100 mètres. Et on a FG qui fait 380 mètres. Donc ça nous fait quoi? 400 plus 100, 500, plus 380, 880, plus 25, ça fait 905. Donc la longueur totale du parcours, est de 905 mètres. On passe à la dernière partie, qui est la question qui a peut-être posé le plus de soucis, mais où on a eu aussi, à contrario, d'excellentes surprises et d'excellents raisonnements. Vincent Louis, représentant la France, nage à une vitesse constante de 5 km/h pour aller du point A au point B. Combien de temps mettra-t-il pour aller du point A au point B? Donnez le résultat en minutes, secondes. Alors, du point A au point B, il y a 400 mètres. D'accord? Donc là, on sait que notre nageur fait 5 km/h. Donc il y avait plusieurs possibilités. Soit vous connaissez vos formules liant vitesse, distance et durée, soit en utilisant simplement avec un tableau de proportionnalité. Donc je vais commencer d'abord avec les formules et après on reviendra aussi au reste. Alors, si j'ai la vitesse, ça en général vous la connaissez bien cette formule, c'est la distance divisée par le temps. Donc, si moi je veux retrouver un temps, donc la durée ça va être quoi? Une fois d divisé par v. Alors attention, la distance, je vais la garder, soit je la garde en mètres et après il faut que je fasse attention puisque ma vitesse est en km/h, soit je convertis ma distance directement en kilomètres. Donc 400 mètres, ça fait quoi? Ça fait 0,4 km. 0,4 km divisé par 5 km par heure, kilomètre. Il va me rester quoi? 0,4 divisé par 5, ça nous fait
0,08 heures. Alors attention, on veut le résultat en minutes secondes. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, tiens, d'abord on va multiplier le nombre d'heures par 60, comme ça on va obtenir le temps en minutes. Et après, les restes qu'on aura, les parties décimales qu'on aura de minutes, on va les convertir en secondes. Ou on peut faire ce qui est peut-être un peu plus simple pour les élèves, c'est d'abord convertir toutes nos restes d'heures là en secondes. Comment on passe des heures aux secondes? Une heure, c'est 3600 secondes. Donc ça va faire 0,08 fois 3600 secondes. Et donc ça nous fait 288 secondes. Et maintenant, grâce à la touche division euclidienne de ma calculatrice, je fais 288 divisé par 60. Peut-être que je suis capable de le faire de tête aussi. Je vois que 288 secondes, c'est 4 fois 60 secondes. Je divise par 60, quotient 4, reste 48. Donc ça me fait 4 minutes et 48 secondes. D'accord? Sinon, il aurait fallu que je fasse deux transformations. Je multipliais par 60, je trouvais 4,8 minutes. Et donc les 0,8 minutes qui sont pas entières, il aurait fallu que je les multiplie aussi par 60 pour trouver le nombre de secondes. Alors une autre possibilité, puisque je vous en avais parlé, c'était éventuellement d'utiliser un tableau de proportionnalité. D'accord? Si vous êtes moins à l'aise avec les formules, regardez, vous dites 5 km par heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 km en 1 heure. Donc là, c'est la distance en kilomètres. Là, c'est le temps. Alors peut-être pour que ce soit plus simple, je vais passer directement tout en secondes au départ. Donc ça veut dire 5 km en 3600 secondes. La distance, je l'avais mis en kilomètres. Je mets mon 400 mètres, donc mon 0,4 km ici. Et je cherche la valeur ici. Qu'est-ce que je vais faire? 0,4 fois 3600 divisé par 5. Vous retombez sur votre 288 secondes. D'accord? Le calcul, c'était celui-là. Donc, vous trouvez le 288 secondes et après, le raisonnement, c'est le même. Voilà pour cet exercice 5. On continue avec l'exercice 6, qui est un grand classique de travail sur la divisibilité et les nombres premiers. Premièrement, vous demandez de décomposer les nombres 324 et 180 en produits de facteurs premiers en justifiant. Donc, là, vous avez vu au cours de votre scolarité différentes méthodes. Donc, moi, j'aime bien utiliser ce que j'appelle la méthode en vrac, c'est qu'on fait à l'instinct. 324, par exemple, ben, je peux commencer, je vois la table de 2. Donc, ça nous fait quoi? 2 fois 162. J'ai encore la table de 2, donc je peux dire que c'est quoi? 2 fois 81. Bon, 81, j'ai de la chance, hein. C'est quoi? C'est 9 fois 9. D'accord? Et si je suis un petit peu à l'aise, 9, je sais que c'est 3 fois 3. 3 au carré, directement, j'aurais pu écrire. Hein. Donc on y va, ça nous fait quoi? 2 au carré fois 3 exposant 4. Voilà pour 324. On fait la même chose avec 180. 180, le chiffre des unités c'est un 0, il est dans la table de 10. Donc on peut commencer par écrire 18 fois 10. Intéressant de sortir le facteur 10, puisque à partir du 10, on va pouvoir récupérer deux nombres premiers, un 2 et un 5. 9, c'est quoi? Pardon. 18, c'est quoi? C'est 2 fois 9. 10, on a dit, c'est 2 fois 5. On a quasiment terminé, puisqu'on a déjà un 2 ici, un 2 là et un 5 là. Il ne nous reste que le 9 à transformer, mais on l'a déjà vu. Donc, on peut faire directement 2 fois 2, 2 au carré. Le 9, c'est 3 au carré. Et ensuite, on a 5. Voilà pour le 180. Alors maintenant, un grand classique. Une boutique vend les mascottes officielles des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris 2024, qu'on appelle les Friges, ils sont là.
forme de petit bonnet. Le vendeur doit vendre 324 mascottes Friges olympiques et 180 mascottes Friges paralympiques. Tiens, on retrouve le 324 et le 180 qu'on a juste au-dessus. Donc un petit peu de bon sens, ça devrait nous servir les résultats du dessus. Hein. Sinon, on ne vous aurait pas donné les mêmes nombres. Alors, il décide de les vendre par lot de sorte que, et là vous allez reconnaître une formulation que vous avez vue dans plusieurs exercices, le nombre de mascottes PO doit être le même dans chaque lot. Le nombre de mascottes PP pour les Paralympiques doit être le même aussi dans chaque lot. Toutes les mascottes Jeux olympiques et Jeux paralympiques doivent être utilisées. Donc attention, si on doit utiliser toutes les mascottes, ça veut dire que le nom que l'on cherche, c'est un diviseur de 324 et un diviseur de 180 à la fois. D'accord? La première question qui était posée, c'est le vendeur peut-il réaliser 15 lots? Tout simplement, regardez, 15 c'est dans la table de 3 et de 5. Est-ce que 324, il est dans la table de 5? On le voit de suite. Tout simplement, ce qu'on pouvait écrire, c'était 324 divisé par 15. Si je fais ça à la calculatrice, ça va me donner quoi? Ça fait 21,6. On n'a pas un nombre entier, d'accord? Donc ça veut dire que 324, c'est pas un multiple de 15, ou 324, il n'est pas divisible par 15. Ça ne sert à rien d'aller vérifier pour 180, puisqu'il faut qu'on puisse diviser à la fois le nombre de mascottes PO et le nombre de mascottes PP par 15. Si un des deux n'est pas divisé, ça ne sert à rien. Donc, on le dit, 324 n'est pas divisible par 15. Donc le vendeur ne pourra pas réaliser 15 lots en utilisant toutes ces mascottes. Alors, dernière question, quel nombre maximal de lots pourra-t-il réaliser? Donc attention, on sait qu'on cherche un nombre qui doit diviser à la fois 324, mais un nombre qui doit diviser également 180. D'accord? Comme on veut faire le plus grand nombre de lots possible, il faut qu'on cherche le plus grand diviseur commun à 324 et à 180. Donc pour ça, on peut le faire à partir des décompositions en produits de facteurs premiers, de la question 1, en regardant les facteurs qui sont communs aux deux décompositions. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les deux décompositions? On retrouve du 2 au carré. Donc ça veut dire que 324 et 180 ils sont divisés par 2 au carré. Mais on voit qu'il y a des facteurs 3 aussi. Au maximum, on peut les diviser par quoi en commun tous les deux? On peut les diviser par 3 au carré. Donc ça veut dire que 324 et 180, on pourrait les diviser par 2 au carré fois 3 au carré. D'après la question 1, le plus grand diviseur commun de 324 et 180 et alors on a dit 2 au carré fois 3 au carré, 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9 et 4 fois 9 ça fait 36. Donc ça veut dire que le vendeur pourra réaliser au maximum 36 lots. Et on répond facilement à la question C. Dans ce cas, combien y aura-t-il de mascottes PO et PP dans chaque lot? Alors, soit directement, regardez, vous prenez 324, vous divisez par 36 sur votre calculatrice et vous regardez ce que ça donne. Donc vous obtenez 9 et 180 divisé par 36 sur la calculatrice, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 5. Donc ça veut dire quoi? Que dans chaque lot,
dans chacun des 36 lots, il y aura 9 mascottes PO et 5 mascottes PP. On aurait pu retrouver directement ces résultats à partir de la décomposition. Regardez, si j'écris 324 comme 2 au carré fois 3 au carré fois quelque chose, je vais obtenir quoi? 2 au carré. Je vais obtenir quoi? 2 au carré fois 3 au carré fois encore 3 au carré. D'accord? J'enlève le PGCD, il me reste 3 au carré, donc ça fait bien 9. Ici, si j'enlève mon PGCD, 180 c'est quoi? C'est 36 fois 5. Donc ça, c'est juste un petit peu pour information. Ah, il y avait une dernière question. À l'aide des questions précédentes, rendre la fraction 180 sur 324 irréductible. Alors, plusieurs méthodes. Soit vous utilisez directement le dernier résultat. Regardez, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que 180, c'était quoi? C'était 36 fois 5. Et 324, c'était 36 fois 9. Et là, directement, vous êtes à 5 neuvièmes. Si vous n'aviez pas réussi les questions B et C, vous pouviez quand même répondre à la question 3 en utilisant les résultats de la question 1. Donc 180 sur 324. Je peux l'écrire comment? 180, j'ai vu que c'était quoi? 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Donc on peut l'écrire comme 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Le 324, on avait vu que c'était 2 au carré fois 3 exposant 4. Donc on peut l'écrire comme 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et là, si on simplifie les facteurs en commun au numérateur et au dénominateur, il va nous rester quoi? Il va nous rester 5 sur 3 fois 3, c'est-à-dire 5 neuvièmes. On retrouve bien le résultat précédent. On enchaîne avec le dernier exercice qui était plus long à lire qu'à résoudre. Nous voulons dessiner le logo des 5 anneaux des Jeux Olympiques sur le logiciel Scratch. Pour cela, nous allons créer un bloc anneau permettant de tracer un anneau et un script principal permettant de tracer les 3 anneaux de la première ligne, puis les 2 anneaux de la seconde ligne. Alors, complétez le bloc anneau pour obtenir le dessin d'un cercle. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait dans ce bloc? Stylo en position d'écriture, bon, bien évidemment. Après, on relèvera le stylo à la fin. Et une boucle. Alors, on va répéter combien de fois avancer de 1 et tourner de 1 degré pour faire un cercle entier. Donc, on fait un point et à chaque fois, on tourne de combien? Pour arriver à un cercle entier. Un peu de logique, on va tourner de 360 degrés pour réaliser un cercle. Donc, répétez 360 fois. Donc, vous aviez répondu à cette première question. Question 2, complétez le script principal pour obtenir le dessin ci-dessus. Alors, mettre la taille du stylo, aller à, donc ça c'est le positionnement au départ, on efface tout ce qu'il y avait avant. Et attention, on sait qu'on doit faire quoi? On doit d'abord tracer les 3 anneaux de la première ligne, puis après descendre et tracer les 2 anneaux de la seconde ligne. C'était ça les indications. Donc on regarde bien. On va commencer par tracer les 3 anneaux de la première ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On trace un premier anneau, on avance de 140. On trace un deuxième anneau, on avance de 140. Et on trace un troisième anneau. Le dernier avancé de 140, il ne sert pas à grand chose, mais on aura besoin de répéter cette première boucle 3 fois. Maintenant, on a placé directement notre lutin en dessous. Allez à moins 80, 30. Alors, ne vous inquiétez pas, quand on avait programmé la boucle anneau, à chaque fois, vous voyez, on relevait le stylo à la fin. Donc là, le stylo, il est relevé quand on repositionne notre lutin à l'endroit que l'on veut de la seconde ligne. Donc là, on a combien de cercles à tracer, d'anneaux olympiques? On n'en a plus que 2.
Donc voilà tout simplement ce que vous deviez mettre dans le script principal. On continue à quel endroit du script principal, donc c'est-à-dire dans le dernier ici. Doit-on ajouter 20 à la couleur du stylo pour que chaque anneau ait une couleur différente. Alors attention, si on veut que chaque anneau ait une couleur différente, il faudra le mettre à l'intérieur des boucles, d'accord? Ici, par exemple, après anneau ou avancé, hein, parce que on va pas changer dès le début. On va tracer un premier anneau, puis après on changera les couleurs. Donc, on pouvait simplement dire, il faut l'ajouter à l'intérieur de chaque boucle. Alors, si on met avant anneau, ça marchera, d'accord? Bon. Donc, pour ça, moi je dirais de préférence après le groupe anneau. Le premier, on n'a pas besoin forcément de s'embêter à le changer de couleur. Pour un futur projet, un étudiant propose un nouveau graphisme des anneaux olympiques. Voici le script utilisé. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on a vu? Nous, on regarde un petit peu le bloc anneau. Il y a simplement à répéter 3 fois. 3 fois avancer de 100 et tourner de 120 degrés. Alors ça, c'est un script qu'on a vu assez souvent. Alors avancer de 100. Je tourne à droite de 120 degrés. Je suis là. Mon lutin est comme ceci, regarde vers la droite. Il tourne de 120 degrés. Qu'est-ce qui va me rester? Un angle de 60. Il a avancé. Il est là. Il tourne encore de 120. On a un deuxième angle de 60. Il est arrivé ici. Il tourne encore de 120. Donc, de nouveau, je vais avoir un angle de 60 degrés. Un triangle avec 3 côtés de même longueur et 3 angles de 60 degrés. C'est un triangle équilatéral. Donc, en fait, nos anneaux, ils auront la forme de triangle. Quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? On place dans le script principal, on place notre triangle. Pardon. Qu'est-ce qu'on a dans le script principal? On va placer notre lutin en moins 200, 100. D'accord? Là, on a fait tous nos petits réglages comme tout à l'heure. On va commencer, attention, par tracer 5 anneaux cette fois-ci. Donc, on trace un anneau, on avance. On trace un anneau, on avance 5 fois. Ensuite, on va replacer notre anneau à un endroit différent. Donc, on n'a pas le même abscisse, on ne part pas au même endroit, on est un petit peu plus vers la droite. Par contre, on voit qu'on est un peu plus bas en hauteur. Et donc, cette fois-ci, on va répéter combien de fois? 3 fois. Tracer un anneau, donc tracer un triangle. Donc, on a d'abord 5 triangles et en dessous 3 triangles. Est-ce qu'on a un script qui correspond à ça? Si on regarde bien, 5 triangles puis 3 triangles, c'est le numéro D. D'accord? C'est la réponse D. Et je crois que c'était tout. On avait terminé pour ce brevet blanc de mathématiques. Voilà, j'espère que ça t'a servi à corriger, à comprendre des choses si elles n'avaient pas été comprises. Bonne révision pour la fin d'année. Le brevet blanc, c'est souvent un moment un petit peu compliqué, d'accord? Mais c'est la première épreuve, donc il faut se servir de tout ce qui n'a pas été pour que ce soit mieux en fin d'année. Je remercie encore une fois l'ensemble des professeurs qui ont réalisé ce sujet et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.